je vais me présenter rapidement. Je suis Hervé Acloc, je suis chercheur à INRAE et j'ai fait ce travail lorsque j'étais en mise à disposition à l'INSERM. C'est-à-dire que je travaillais dans un laboratoire INSERM. On a eu l'idée de ce projet en 2015. On a commencé à le mettre en œuvre à partir de 2016. Et donc pendant 4 ans et demi, on a travaillé de façon assez intense pour réussir à faire ces expérimentations et nos observations. Donc je ne sais pas trop comment ça marche. Je ne sais pas si c'est j'attends des questions ou je vous présente un peu plus généralement la question du projet. Donc le projet visait à étudier les effets d'un rythme circadien altéré, notamment par des jet lag répétés, c'est-à-dire que on allait toutes les 2 nuits réduire la nuit de 8 heures. Donc les animaux sur lesquels on travaillait en fait avaient une nuit sur deux qui ne durait que 4 heures. Et ce protocole-là sert un petit peu à mimer ce qui se passe dans les travail posté ou ce qu'on appelle en anglais the night shift work. C'est-à-dire que souvent les nuits sont raccourcies, l'activité est de nuit, on se repose moins la journée et du coup on a ce décalage un petit peu constant lorsque le travail de nuit est répété sur de longues périodes. Et donc quand on a fait ça sur des animaux qui développaient des tumeurs mammaires spontanément, donc un petit peu ce qui peut arriver chez l'homme lorsqu'on développe spontanément un cancer, on a observé que ces jet lags répétés augmentaient le nombre de métastases qu'on pouvait détecter dans les poumons et la moelle osseuse et dans les os, et que ça changeait aussi le micro-environnement tumoral, c'est-à-dire que les cellules immunitaires étaient en quelque sorte modifiées, et on avait plus de cellules immunitaires qui protégeaient les tumeurs et moins de cellules immunitaires qui attaquaient les tumeurs. Et ce mécanisme, il est connu depuis longtemps, mais dans ce cas-là, il est déréglé. Et du coup, en fait, le système immunitaire va protéger la tumeur plutôt que de l'attaquer et d'éviter que les cellules cancéreuses se disséminent. Donc ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'était valider cette hypothèse avec un inhibiteur. C'est un inhibiteur qui va permettre de corriger ce déséquilibre euh, en faveur des cellules immunitaires qui vont attaquer les cellules cancéreuses. On a vu que quand on utilisait cette molécule, qui n'est pas une molécule approuvée en traitement médical, mais qu'on peut utiliser sur des animaux, on a vu qu'on corrigeait les effets du jet lag, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup moins de métastases qui allaient se former dans les poumons, et on avait aussi beaucoup moins de cellules cancéreuses disséminées dans la moelle osseuse. Donc je ne sais pas si c'est suffisamment clair comme introduction. En tout cas, vous pouvez poser vos questions, puis je serai ravi d'y répondre, ou de préciser certains points si ce n'était pas assez clair. Alors une question là qui vient d'être posée, c'est qu'est-ce que le rythme circadien ou l'horloge circadienne? Donc c'est un petit peu la clé de la question, hein, c'est pourquoi les jet lag en fait ou le travail de nuit peut perturber notre organisme. C'est parce que globalement, comme beaucoup d'animaux, hein, notre organisme, il est divisé, enfin la physiologie de notre organisme, elle s'organise autour de deux phases qui sont soit la phase diurne et soit la phase nocturne. Donc suivant les espèces, quand une espèce est diurne, elle va avoir son activité physique qui va être surtout liée pendant la phase diurne et une activité de repos pendant la phase nocturne. Chez les espèces nocturnes, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'activité physique d'éveil est durant la phase nocturne et l'activité de repos, de veille, est pendant la phase diurne. Donc la physiologie de nos cellules est différente en fait en fonction de ces deux périodes, et elle est différente parce que il existe une horloge moléculaire dans notre cerveau et qui va aussi dialoguer avec nos différents organes pour adapter l'activité de nos organes à notre activité ou à notre phase de repos. Donc cette horloge, elle est située dans le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, donc c'est un nom un peu tordu, mais en gros ce qu'elle fait, c'est que
elle va soit activer la physiologie pour une période d'activité pendant la journée. Donc par exemple pour nous, ça va au réveil, on va avoir un pic d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Et du coup, on va augmenter notre température thermique, on va augmenter notre pression artérielle, on va activer notre système digestif, notamment pour faciliter la digestion, activer l'appétit aussi, la soif. On va aussi utiliser du glycogène qu'on avait stocké dans nos muscles. Euh, on va modifier notre métabolisme pour libérer l'énergie, pour que justement tous nos tissus aient accès à de l'énergie pour leur fonctionnement. Et par contre, pendant la phase de veille, l'horloge dit à l'organisme, attention, on change de phase, on passe en veille, et donc on va adapter le fonctionnement de chacun des organes et tissus. Donc par exemple, on va restocker du glycogène dans le foie et dans le muscle. On va stimuler la division cellulaire, donc pour renouveler les cellules qui auraient disparu pendant la journée. On va aussi diminuer la température corporelle, diminuer la pression artérielle, etc. Et donc c'est vraiment l'alternance de ces deux phases qui est importante pour que l'homéostasie, donc l'équilibre de l'organisme, soit maintenu au fil des jours, des mois et des années. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on altère cette horloge? En fait, quand on l'altère, l'organisme il n'a plus ces deux phases qui sont bien balancées. Et en fait, on va créer des déséquilibres dans certains tissus. Donc, par exemple, dans le système immunitaire va être un petit peu déstabilisé. Alors, il aura plus de mal à répondre à des infections, des pathologies diverses. Et ça va donc ça va un petit peu l'affaiblir en quelque sorte. Mais c'est vrai aussi pour le métabolisme. Le fonctionnement du foie va être aussi altéré. Le fonctionnement digestif va être aussi altéré. Et donc tout ça, ça peut créer à terme des équilibres importants qui peuvent favoriser soit l'émergence de cancers, soit la progression de ces cancers quand ils sont présents. Alors, il y a pas mal de questions là, j'ai un peu trop parlé sans doute. Alors, il y a une première question, est-ce que les personnels navigants, particulièrement exposés au jet lag, développent-ils des adaptations à ces dérèglements? Alors, où doit-on en déduire qu'ils sont plus exposés au risque de cancer par leur activité? Donc, en fait, donc pour étudier ça chez l'homme, on est obligé de faire ce qu'on appelle des études épidémiologistes, c'est-à-dire qu'on va comparer euh, dans des populations le fait qu'elles développent un cancer ou pas en fonction de certaines caractéristiques de leur mode de vie. Donc pour ça, on va faire des questionnaires dans une population, par exemple, ce qui a été le plus étudié, c'est les infirmières, mais aussi les personnels navigants. On va leur poser des questionnaires et on va voir pendant combien de temps ils ont été exposés à des dérèglements du rythme circadien. Et on va voir si dans cette population, le risque de développer un cancer est plus élevé par rapport à la population moyenne, population standard. Ce qui est important de définir dans ces questionnaires, c'est les questions et donc bien définir le travail de nuit. Ce qu'on a vu chez les infirmières, c'est que ces personnes, les femmes qui sont préménopausées, donc qui n'ont pas encore subi la ménopause et qui ont travaillé pendant de très longues périodes en horaire décalé, ont des risques de 2 à 3 fois supérieurs à développer des cancers du sein. Chez les personnels navigants, je ne sais pas, mais je pense qu'en effet, sur des expositions longues, le risque est plus élevé. L'activité peut exposer davantage à un risque de cancer. Ce qu'on sait aussi, c'est que s'il y a des périodes de repos, le risque diminue et redevient au niveau moyen de la population. Donc en fait, si ce risque, cette exposition à un dérèglement du rythme circadien n'est pas prolongée sur une durée très longue, le risque est relativement minime. Par contre, si on sollicite trop l'organisme et que ces jet lags sont répétés sur des périodes très longues, le risque est assez élevé, en tout cas chez les femmes. Alors, une autre question, c'était qu'apporte mon étude aux données existantes?
Alors l'étude qu'on a faite, elle permet de valider expérimentalement des choses qu'on évalue un petit peu par des approches de risque chez l'homme. Et expérimentalement, on n'avait pas encore beaucoup de données sur le développement du cancer du sein en présence de jet lag. Donc c'est vraiment ça que nous qu'on a voulu étudier. On savait par exemple que les cancers qui sont estrogène récepteurs positifs, R2 positifs, sont plus à risque quand on est exposé à du travail de nuit décalé. Mais il n'y avait pas d'évidence expérimentale. Donc, nous, notre travail, il a confirmé cette observation. Il a aussi montré que c'était dû notamment à un dérèglement du système immunitaire. Alors, qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste? Y a-t-il eu des recherches plus anciennes? Alors, ce sujet, il est étudié maintenant depuis assez longtemps, hein. Les premières études datent des années, je pense, des années 60 chez les infirmières. C'était notamment aux États-Unis. On a commencé à travailler sur le travail de nuit chez les infirmières et on avait déjà observé une tendance à un risque plus élevé de développement du cancer du sein. Il y a eu ensuite des études expérimentales, donc chez la souris aussi, qui ont montré qu'on avait davantage d'initiation, une initiation plus rapide du cancer quand on avait des dérèglements du rythme circadien. Et nous, ce qu'on a montré, donc je reviens un peu sur la question précédente, on a juste précisé qu'en plus ça accélérait la progression tumorale. Alors ensuite, je reviens. Alors, est-ce qu'on échange des best practices? Ouais, en effet, je pense qu'on pourrait commencer à réfléchir à la façon de mieux gérer ces expositions, parce que ça devrait vraiment diminuer le risque de façon assez significative. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir avec à la fois les différentes professions et les employeurs, les salariés, pour voir si on peut aménager des plannings, un peu rationaliser des plannings de travail pour limiter le risque à l'exposition sur des durées trop longues. Quelles sont les personnes exposées à des dérèglements du rythme circadien? Alors, c'est variable. Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui, par leur travail ou leur style de vie, ont une horloge circadienne qui va se dérégler parce qu'on les oblige à être actifs quand ils se reposent et à avoir des périodes de repos peut-être un peu plus courtes que ce qui pourrait être. Et il y a un autre type de personnes qui sont plus génétiquement, leur horloge circadienne endogène est spontanément altérée, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas l'alternance jour-nuit. Et ces personnes-là ont soit des journées plus longues ou des nuits plus longues, et en fait, ils sont génétiquement exposés à des dérèglements du rythme circadien. Donc ces deux aspects sont assez différents. On sait aussi qu'il y a ce qu'on appelle des chronotypes différents. Il y a des gens qui sont plutôt du matin, des gens qui sont plutôt du soir, des gens qui sont plutôt dans la moyenne, on va dire. Et que la sensibilité à des dérèglements du rythme circadien est différente d'un chronotype à l'autre. Donc peut-être qu'une des premières étapes serait de mieux identifier les différents chronotypes des personnes pour évaluer s'ils sont plus exposés ou non à du travail en horaire décalé. Alors, est-ce que cette étude pourrait mener à des recommandations? Ça reprend un petit peu la question de tout à l'heure. Oui, je pense qu'il faudrait peut-être, avec les autres personnes qui travaillent notamment dans les laboratoires qui travaillent sur le sommeil dans les hôpitaux, parce que nous, on est vraiment un labo expérimental, on essaie plutôt de comprendre les mécanismes. Mais en effet, ça serait intéressant de commencer à réfléchir à la façon de mieux encadrer le travail de nuit et donc le construire pour que ce soit le moins risqué possible pour les personnes exposées. Alors, vous avez été soutenu par notre association en 2018. Pouvez-vous nous expliquer à quoi servent ces aides concrètement pour des projets tels que le vôtre? Alors, je tiens vraiment à remercier le GFLUC et les entreprises contre le cancer, et aussi d'autres associations qui nous ont soutenus, comme la Fondation de l'Avenir, qui regroupe beaucoup de mutuelles. Ils étaient aussi très intéressés par ce travail. L'association Vaincre le cancer, qui nous a aussi beaucoup soutenus. Et toutes ces associations, elles permettent d'aller plus loin dans nos recherches. C'est-à-dire qu'elles nous ont permis de finaliser le projet, de terminer la publication et donc de pouvoir partager et de disséminer nos connaissances pour qu'elles puissent ensuite servir à la société de façon, j'espère, plus utile que si elles ne sont pas publiées. C'est vraiment important de concrétiser les choses, d'aller au bout
et le soutien du GFLUC, des entreprises contre le cancer et des autres associations qui nous ont soutenus a été crucial pour la réussite du projet. Alors, la compréhension des phénomènes que vous avez mis en évidence permet-il d'améliorer les traitements en fonction des heures de la journée? Alors, c'est un sujet aussi qui commence à être assez ancien, c'est ce qu'on appelle la chronothérapie. On n'a pas dans cette étude-là travaillé sur ça, c'est un volet qu'on aimerait bien aborder dans le futur. Et l'idée de la chronothérapie, c'est de se dire que comme on a des phases de la journée ou de la nuit où les cellules sont différentes, elles risquent de répondre différemment à certaines molécules. Par exemple, elles risquent d'être plus sensibles à une chimiothérapie quand la chimiothérapie est injectée la nuit ou le jour en fonction des cellules que l'on veut cibler. Donc il y a des études qui ont été réalisées, notamment en France, par l'équipe du professeur Lévy, Francis Lévy, donc qui est aussi à Villejuif, et qui a commencé à étudier ça dans le cadre des cancers du foie. Et ils ont vu qu'en effet, on pouvait avoir des efficacités plus fortes de certaines chimiothérapies suivant les heures d'administration des traitements. On sait aussi, par exemple, que l'organisme réagit mieux à certaines opérations le matin ou l'après-midi et que le taux de succès des opérations est plus élevé si on opère le matin ou l'après-midi en fonction des types d'opérations que l'on réalise. Donc en effet, il y a bien un effet des heures auxquelles on réalise des actes sur la réponse de l'organisme aux molécules qu'on injecte ou aux médicaments que l'on prend. Alors donc ces travaux ils ont été publiés dans la revue Nature Communication, qui appartient au groupe Nature, qui n'est pas tout à fait Nature, c'est une revue un tout petit peu moins prestigieuse, mais ça reste une revue de très très haut niveau quand même. Je corrige juste ce point. Alors, pouvez-vous nous décrire la chronologie d'un projet de recherche? Et cette publication est-elle l'aboutissement du projet? Alors, comment on germe un projet de recherche? En fait, il germe souvent. Moi, j'ai travaillé auparavant sur des aspects de migration cellulaire, dissémination des cellules cancéreuses, dans des modèles plutôt expérimentaux. Et en 2014, on m'a proposé de rejoindre le laboratoire, l'unité U935 à Villejuif. Et j'ai commencé à réfléchir à un projet qui pouvait s'intégrer dans ce laboratoire. Dans l'unité, à cette époque, il y avait donc notamment l'équipe de Francis Lévy qui travaillait sur la chronothérapie et la chronobiologie. C'est un domaine que je connaissais peu et ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis dit, en effet, la part de l'environnement dans le développement des cancers, elle est importante. Et cet aspect-là était peu étudié, donc j'ai voulu savoir si le rythme circadien pouvait influer sur la capacité des cellules à s'échapper des tumeurs. Ça, c'était un peu l'idée initiale du projet. Et donc, on a commencé d'abord par des études in vitro avec une étudiante en postdoctorat. Et quand on a vu qu'en effet, la réponse des cellules à des inducteurs de migration était différente en fonction des phases du cycle circadien, on s'est dit qu'il devait y avoir quelque chose et on s'est mis à travailler sur les animaux. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'on pouvait, que le dérèglement du rythme circadien augmentait la dissémination des cellules cancéreuses, ce qu'on avait déjà un petit peu vu in vitro dans des cellules en culture. Donc c'est une partie, donc cette publication en effet c'est une partie de l'aboutissement du projet, un premier volet du projet qui se ferme et qui ouvre de nouvelles questions. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'était un petit peu est-ce qu'on peut adapter des thérapies pour mieux bloquer cet effet du rythme circadien? Est-ce que les effets du jet lag sont plus importants dans le développement précoce du cancer ou dans ses phases tardives? Est-ce que la chimiothérapie est impactée par le dérèglement du rythme circadien? C'est-à-dire, est-ce que les cellules cancéreuses sont plus résistantes aux chimiothérapies quand le rythme circadien est déréglé dans l'organisme? Donc, il y a pas mal de volets qui sont ouverts. Quels types de cancers sont potentiellement induits par des dérèglements du rythme circadien? Alors, là, la YARC a publié une monographie il n'y a pas très longtemps, donc en 2019. Il y avait 4 grands types de cancers qui étaient touchés. Les cancers du sein pour les femmes, les cancers de la prostate donc pour les hommes, et les cancers colorectaux. Donc c'est vraiment les 4 grands types de cancers où on pense qu'ils sont potentiellement liés à des dérèglements du rythme circadien, pas les autres cancers. Alors une autre question, y a-t-il des études sur les risques des sujets insomniaques suivant le même raisonnement de perturbation circadienne?
Alors, sur le risque du cancer, je ne sais pas, parce qu'il faudrait pouvoir suivre ces personnes dans la durée, avec des questionnaires précis. En tout cas, il y a un suivi des personnes qui ont des problèmes de sommeil vis-à-vis de leur horloge circadienne. On essaye de comprendre qu'est-ce qui est déréglé dans leur horloge circadienne qui fait qu'ils ont du mal à dormir. On peut éventuellement réussir à corriger des effets, des altérations du rythme circadien en obligeant les personnes à manger à des horaires précises. C'est très important. L'horloge circadienne, elle se synchronise grâce à plusieurs stimulants qui peuvent être la lumière du jour, l'activité physique et l'ingestion d'aliments. Donc si on oblige les gens à ne pas manger la nuit et à s'astreindre à manger à des heures précises dans la journée, le matin, le midi, le soir, on facilite la synchronisation de l'horloge circadienne sur la journée et la nuit. La nuit, on se repose, on ne mange pas. Le jour, on peut s'alimenter. Et en effet, donc c'est une façon de corriger des problèmes d'insomnie chez certaines personnes qui ont des horloges circadiennes déréglées. Alors je voudrais revenir peut-être, puisqu'il n'y a pas de questions pour le moment, sur comment on évalue les risques dans des études épidémiologiques et pourquoi c'est si difficile d'avoir une vision claire sur un problème. Euh, si on fait des analyses épidémiologiques, alors je vais répondre ensuite à la question qui apparaît, mais en fait il faut pouvoir suivre les gens sur la durée parce que ce sont des processus longs. Et il faut que les gens, on puisse avoir leur historique de vie, c'est-à-dire qu'on puisse précisément dire quand ils ont travaillé en horaire décalé, combien de temps et quels étaient leurs plannings de travail. Et en fait, du coup, pour avoir ces informations, si les gens ne se rappellent pas, c'est difficile. Donc on est obligé d'anticiper, donc de commencer des cohortes, par exemple d'infirmières, à l'instant T, par exemple cette année, et de les suivre sur 20, 30 ans. Donc en fait, on aura les résultats statistiques de ces études que dans 20 ou 30 ans. Les études qu'on a actuellement, elles ont commencé dans les années 2000. Et en fait, on a affiné les questionnaires pour vraiment pouvoir cibler quel type de dérèglement de travail posté pouvait induire des risques de cancer. C'est pour ça que c'est long et certaines études disent qu'il n'y a pas de risque, d'autres disent qu'il y a des risques. Et il faut vraiment pouvoir le faire de façon très rigoureuse et très précise. Alors, sait-on pourquoi les cancers que vous avez cités sont plus particulièrement impactés par les altérations du rythme circadien? Alors le cancer du sein, c'est ce qu'on a vu qui était le type de cancer du sein qui est très impacté par le dérèglement du rythme circadien. Ce sont les tumeurs qui sont œstrogène récepteur positive et EGF récepteur positif. Donc ce sont essentiellement des cancers hormonodépendants qui sont naturellement bien traités. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand les personnes sont exposées à des dérèglements du rythme circadien, que ce soit de façon environnementale par leurs activités, ou génétiquement, parce que leur horloge est déréglée, les cancers sont plus agressifs. Donc notre étude à nous a confirmé ça aussi. C'est-à-dire qu'en effet, le fait d'être exposé à un dérèglement du rythme circadien rend les cancers plus agressifs et plus difficiles à soigner. Donc c'est aussi un point qui est important à savoir. Pour les cancers de la prostate, c'est sans doute pareil, c'est sans doute lié c'est souvent des cancers qui sont hormonodépendants. Donc ça peut être lié à des problèmes de dérégulation de sécrétion d'hormones, par exemple. Euh, et aussi à peut-être toujours des problèmes d'infiltration des cellules immunitaires au niveau des tumeurs. Pour les cancers colorectaux, là j'avoue, je ne sais pas trop. Alors la crise Covid, bah, ça nous a beaucoup affecté, comme beaucoup de laboratoires. En fait, les seuls laboratoires qui ont été autorisés à avoir une activité étaient ceux qui travaillaient sur le Covid directement, ce qui peut se comprendre. On aurait pu aussi proposer que les laboratoires aident à la mise au point ou à la réalisation de tests. Ça n'a pas été le cas. On a proposé notre aide, on n'a pas été sollicité. Par contre, on a dû arrêter toute notre activité de recherche. Donc ce qui s'est passé, c'est que un certain nombre d'expériences qu'on avait commencées, notamment sur la chimiorésistance, ont dû être annulées, reportées. Donc on va recommencer l'année prochaine toutes ces expérimentations. Du coup, même si le confinement a duré 2-3 mois, pour nous c'est une perte à peu près de 6 mois.
qu'il faut compenser. Et on n'est pas les seuls laboratoires qui ont été affectés par ça. Et pas qu'en France d'ailleurs. Merci beaucoup, on va essayer. Après, nous, on travaille sur des pas de temps qui sont longs, hein. C'est en recherche. Vous voyez, là, le projet, ça a presque pris 5 ans. Euh, un projet en soi, le temps qu'on pense l'expérience, qu'on réalise les expériences, qu'on analyse des données. Parfois, on se trompe sur nos hypothèses, donc on reprend la réflexion sur nos hypothèses, on recommence. Donc, on est en général sur des pas de temps de 4-5 ans. Donc, 6 mois, c'est embêtant, c'est pas non plus catastrophique. Du coup, ça ne va pas empêcher notre travail dans le fond. Une dernière question. Comment passe-t-on des résultats sur les souris à des applications sur des humains? Donc tout ça, c'est un processus qui est très long. C'est vrai que même quand on a des résultats très encourageants sur souris, le temps qu'on puisse le transférer pour soigner des gens, ça dure presque 10 ans. On commence par faire des résultats expérimentaux. On va identifier par exemple une molécule qui nous semble intéressante. Donc là, on a travaillé par exemple sur une vingtaine de souris dans chaque condition. Donc si on voulait valider un traitement, on devrait utiliser des effectifs qui sont un peu plus grands pour confirmer que le traitement est efficace chez ces animaux. Et ensuite, il faut commencer à développer des essais cliniques, c'est-à-dire qu'on va déjà vérifier que la molécule n'est pas dangereuse pour l'homme, ensuite sur des très petits effectifs. Et ensuite, on va tester sur un panel un peu plus important, c'est ce qu'on appelle la phase 2. Et ensuite, quand on a la quasi-certitude que la molécule est efficace et utile, on va l'effectuer sur un grand panel de candidats, de patients potentiels, pour essayer de détecter des effets secondaires qu'on n'aurait pas vus sur des effectifs plus petits. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça coûte assez cher. Alors, je vais d'abord répondre au remerciement de Jean-Jacques Doucet. Je remercie aussi beaucoup le GFLUC. En plus, le fait que vous fassiez des remises de prix annuelles où on rencontre d'autres chercheurs, moi, ça m'a permis de monter une collaboration. D'ailleurs, une personne qui est co-auteur sur l'article, hein, Sylvain Provost, que j'ai rencontré à la remise des prix du GFLUC en 2018. On a échangé après au petit pot qui a à la suite de la remise des prix et des présentations. Et on a commencé à collaborer sur ce projet, puis on va continuer à collaborer ensemble. Donc ça a été non seulement intéressant pour soutenir financièrement notre recherche, mais aussi pour développer des collaborations nouvelles et avoir des échanges scientifiques différents avec des personnes qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc en effet, merci beaucoup et puis essayez de maintenir cette activité avec cette remise des prix où on peut se rencontrer, se connaître, c'est vraiment utile. La dernière question, que diriez-vous à de jeunes qui se destinent à la recherche en France? Alors, je pense qu'on se destine à la recherche en général et éventuellement en France parce que ensuite on a envie de travailler en France pour X raisons et que c'est un pays où on peut quand même faire de la recherche de qualité. Je pense qu'il faut avant tout, et ce qu'on voit quand on fait des recrutements, hein, moi je fais beaucoup de recrutements d'étudiants en master, en thèse, en post-doctorat, donc après la thèse, c'est de croire, hein, c'est de être curieux déjà, être naturellement curieux. Il faut être curieux dans les choses qu'on va observer, se poser des questions, euh, travailler dur. Il faut aussi apprendre à réfléchir scientifiquement, c'est-à-dire
j'ai un problème, j'ai une question donnée, comment je vais y répondre, et définir les expériences qui vont me permettre de m'y répondre. Ensuite, réaliser le travail, donc c'est un travail assez ingrat, je trouve, le travail expérimental. C'est un travail où on passe des heures sous une hotte à piqueter des réactifs, parfois à 12 heures par jour. Donc ça peut être, et on reproduit, on répète des choses à l'identique pour vérifier. Donc c'est souvent ingrat, c'est pas toujours facile quand on est étudiant en thèse d'accepter ça ou en master. Ça s'apprend. Mais ce qui est intéressant quand même quand on arrive à obtenir des résultats, c'est des émotions très fortes. Des papiers où on se dit tiens, bah, notre hypothèse elle était vraie, ou alors on a découvert une molécule qui peut être utile, on a compris un mécanisme qui peut expliquer pourquoi un cancer est plus agressif qu'un autre. Moi je travaille aussi dans la recherche agronomique, donc on essaye de réfléchir à l'agriculture de demain, à l'élevage de demain. Tout ça c'est aussi utile pour la société, ça fait partie de notre travail en tant que... Nous on est fonctionnaires, donc on est agent de l'État. Donc on a aussi une utilité vis-à-vis de la société. Je sais pas si. Ben, merci beaucoup, j'essaierai d'y être. Si je suis disponible, ça sera avec plaisir. Et si, juste pour continuer sur les jeunes chercheurs, il y a un espace, hein, il y a toujours, pour des gens qui ont envie, qui sont motivés, il y a les labos accueillent encore. Ça a été un peu difficile avec la crise du Covid-19, mais ils sont bienvenus. Il ne faut pas hésiter à contacter les laboratoires, faire des stages de licence, d'école d'ingénieur pour découvrir le monde de la recherche. Et après, si on accroche, moi j'étais pas parti pour faire de la recherche académique, je voulais aller dans le privé. Et au fil de mes expériences, bah, j'ai été pris au jeu et finalement j'y suis resté. Donc, il ne faut pas avoir de... Même si je ne serais pas non plus contre peut-être une expérience dans le privé ensuite, je ne sais pas. Tout est possible. Merci, en tout cas, merci beaucoup à vous tous pour vos questions et votre écoute. Et puis, vous me dites si je dois arrêter la vidéo ou pas. Oui, et encore désolé pour le retard initialement. Je suis désolé, c'est un petit problème d'ordinateur. Écoutez, je vais raccrocher. Donc. Merci. Bonne soirée à tous. Et puis, j'essaierai de suivre un peu les questions qui pourraient être posées par la suite et essayer d'y répondre par écrit. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.